effectivement, le thème de la conférence de ce soir, c'est le renouveau de la France. En fait, j'ai repris les éléments que j'ai développés dans le livre que je viens de publier. Ce livre, l'idée en est venue, je faisais partie d'une association et nous nous étions réunis peu de temps après les attentats contre Charlie Hebdo. Et ce soir-là, un de nos adhérents, Abel, donc un Français d'origine algérienne, nous avait fait une très longue tirade et où il nous disait en substance, les gens dans mon quartier, il habite les Minimes, les gens dans mon quartier ne comprennent plus rien, ils votaient socialistes parce qu'ils pensaient que les socialistes les protégeaient, et puis quand ils entendent ce qui se passe et ce qui se dit après les attentats contre Charlie Hebdo, ils sont complètement largués, ils ont peur, ils ne comprennent plus rien. Donc je lui avais dit, bah, écoute Abel, organise une réunion publique dans ton quartier, moi j'irai leur parler. Bon, finalement la réunion publique ne s'est pas organisée, mais du coup moi ça m'a mis en travail, et je me suis dit de quoi vais-je leur parler? Ben, je vais leur parler de la France. Parce que il est vrai qu'on n'y comprend plus rien, que depuis des décennies, nos valeurs, nos repères disparaissent progressivement. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. On se sent enfermé dans une espèce de carcan politiquement correct, on ne sait pas d'où ça vient. On a du mal à comprendre où nous allons. Alors il faut repartir depuis le début. Il faut recommencer par apprendre qui nous sommes. Et je suis parti de mes souvenirs de cours moyen 2 dans les années 66-67 à Villers-lès-Nancy. La France, c'est une géographie, c'est un peuple, enfin 100 peuples exactement, plus exactement, et c'est une histoire. Et il faut commencer déjà par se connaître, connais-toi toi-même, disait Socrate, commençons déjà par nous connaître, et ensuite nous pourrons analyser sereinement ce qui se passe et pourquoi nous en sommes où nous en sommes. Donc la première partie du livre, c'est effectivement un cri d'amour, la France et les Français. La France, c'est une géographie. C'est au départ un hexagone, bien sûr, avec les départements territoires d'outre-mer qui s'étendent sur tous les océans du monde aujourd'hui, mais au départ, c'est un hexagone. C'est une figure géométrique extrêmement simple et proche de la perfection, qui donc comporte 6 côtés, comme son nom l'indique, 3 côtés maritimes, 3 côtés terrestres, donc un équilibre entre la terre et la mer. 5 de ces côtés sont des frontières naturelles. Le seul côté qui n'est pas une frontière naturelle, c'est la frontière nord-est, et du reste, c'est par là que nos ennuis sont arrivés le plus souvent ces derniers temps. Je dis ces derniers temps, les 2 derniers siècles. C'est un hexagone presque parfait, et donc c'est une figure qui nous invite, qui invite ceux qui vivent sur cette terre-là à se construire un destin commun. J'ajoute que sur le plan climatique, par exemple, la France est sous l'influence de 3 climats. Le climat continental, le climat océanique, le climat méditerranéen, si bien que les ingénieurs de Météo France dessinent dans notre territoire 5 types de climats différents. Évidemment, ces 5 types de climats sont juxtaposés les uns aux autres avec des zones floues, donc ça donne une immense diversité climatique. Il n'y a pas une région dans le monde où, dans un espace géographique aussi restreint, il y ait une telle diversité climatique. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'ici. D'ailleurs, quand vous interrogez n'importe quel Français, il vous dira que chez lui, il y a un microclimat. Ça fait rigoler tout le monde. Il y a 36 000 communes en France, il y a 36 000 microclimats. Ça fait rigoler tous les étrangers, mais en fait, c'est une réalité. Une grande diversité climatique. La France est aussi une grande diversité écologique, en raison des diversités climatiques, justement. C'est une grande diversité des écosystèmes. Entre la Bretagne, l'Alsace, le Nord, le Massif central, la Provence, il y a une très très grande diversité. C'est le pays de la diversité, la France. C'est une grande diversité géologique aussi, qui se retrouve
dans les matériaux de construction pour construire nos maisons. Vous comparez un mât provençal avec une longère berrichonne, un chalet des Vosges ou des Toulousaines, etc. Il y a une immense diversité d'habitats en France. Donc vous avez une grande diversité climatique, une grande diversité écologique, une grande diversité d'habitats, et tout ça dans un espace de 500 000 km², 1000 km du nord au sud, 1000 km de l'est à l'ouest. Il faut ajouter une chose, c'est que cet hexagone qui ressemble à la tête d'un bonhomme avec son nez en forme de Finistère, cet hexagone se situe à l'extrême occident du continent eurasiatique, si bien qu'il est le réceptacle naturel des flux migratoires. La France est un pays d'immigration, et depuis le début, depuis le néolithique. Le néolithique est arrivé en France par invasion. C'est pas, les gens d'ici n'ont pas fait leur transition vers le néolithique. C'est une culture qui nous est arrivée de l'extérieur, à la fois par la Méditerranée et par le nord, par le nord-est. Donc, dès le néolithique, on a deux cultures qui s'installent en France. Ensuite, il y a l'invasion des Celtes, les Celtes de Hallstatt au 8e siècle avant notre ère, puis les Celtes de l'Athènes au 5e siècle avant notre ère, et ce sont eux qui vont former le caractère de ce qu'on appelle les Gaulois. Quand on lit Régine Pernoud, qui est spécialiste de la question, elle dit que, une chose assez étonnante, elle dit qu'aujourd'hui, ça étonne les historiens, le fait que malgré toutes les immigrations et toutes les assimilations que la France a faites de peuples venant de l'étranger, le français d'aujourd'hui peut se reconnaître dans le gaulois d'il y a 2500 ans, 2000 à 2500 ans. On retrouve les mêmes traits de caractère, comme si les gens qui s'installent en France, sur cette terre, finalement s'y sentent bien. C'est probablement lié à la géographie, au climat et à la situation de la France, et naturellement s'adaptent aux us et coutumes du terroir. Quand on survole la France, moi j'ai été pilote de chasse, hein, quand on survole la France en basse altitude, dans un avion de chasse, c'est-à-dire environ à 200 mètres d'altitude et à une vitesse de 800 km/h, en moyenne, toutes les 5 à 6 minutes, on change de paysage. C'est-à-dire qu'on change de relief, de végétation et de type d'habitat. En moyenne, toutes les 5 à 6 minutes. En moyenne. En moyenne, toutes les 20 à 30 secondes, on voit un très beau château. Vous n'imaginez pas à quel point la France est belle. La France est riche, est diverse et elle est belle. Vous n'imaginez pas à quel point. Et quand on la survole rapidement, là on s'en aperçoit. Et en plus de sa diversité géographique, physique, il se trouve que la France est aussi d'une grande diversité des peuples. Il n'y a pas un peuple français, il y en a 100. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Todd et Hervé Lebras dans leur livre « L'invention de la France et le mystère français ». Alors rapidement, je vais faire un petit topo sur ce que c'est que l'anthropologie et les systèmes familiaux. En gros, il y a 4 types de structures familiales. Il y a la structure familiale égalitaire libérale, c'est la famille nucléaire. La famille nucléaire, quand deux jeunes gens se mettent en couple pour fonder une famille, ils font leur nid à côté de ceux des parents. Donc c'est une structure familiale libérale, dans la mesure où les enfants sont libres par rapport à leurs parents, et elle est égalitaire en ce sens qu'au moment de la mort des parents, la division de l'héritage se fait de façon parfaitement égalitaire entre les garçons et les filles. Donc là, on a une structure libérale égalitaire, qui est celle du grand bassin parisien élargi,
vers le nord, jusqu'à Lyon, la Franche-Comté, la Lorraine. C'est du reste la famille dominante en France. Vous avez la structure égalitaire, autoritaire. Ça, c'est la famille communautaire qu'on trouve en Russie, en Chine, et dans le nord-ouest du Massif central, dans la région de Limoges. Là, quand les filles et les garçons se marient, les filles rejoignent la famille du garçon, et sous le même toit, vous avez le couple parental avec le patriarche, les garçons et leurs femmes, et éventuellement leurs enfants. Donc vous pouvez avoir 3 générations sous le même toit et plusieurs couples. Et les filles, elles, rejoignent la famille du mari. Et au moment de la mort des parents, l'héritage, après un petit temps, l'héritage est divisé de façon égalitaire entre les garçons. Donc vous avez là une structure qui est égalitaire, qui est égalitaire et autoritaire. Je me suis trompé, j'ai dit libéral, égalitaire, autoritaire, c'est ça, en ce sens que les fils restent sous l'autorité du patriarche. Vous avez ensuite la famille souche, c'est la famille allemande, c'est la famille du sud-ouest de la France et d'Alsace. Famille souche, en général c'est l'aîné des garçons, les parents choisissent, soit l'aîné, c'est le plus souvent l'aîné des garçons, ça peut être le dernier ou ça peut être une fille, mais c'est souvent l'aîné des garçons qui lui restera sous l'autorité du patriarche. Les autres partiront se marier et voler ailleurs. Lui restera sous l'autorité du patriarche avec sa femme et ses enfants, et au moment de la mort des parents, il hérite du tout. Donc vous avez une structure qui est autoritaire dans la mesure où l'héritier reste sous l'autorité du patriarche, et qui est inégalitaire puisque un seul des enfants récupère tout l'héritage au moment de la mort des parents. Et enfin, le dernier type de famille, donc ça fait 4, hein, c'est inégalitaire libérale, c'est la famille anglo-saxonne, c'est la famille anglaise que Emmanuel Todd nomme la famille nucléaire absolue, famille anglaise donc qui s'est transportée aux États-Unis. Elle est libérale, mais vraiment c'est une valeur profonde, hein, en ce sens que quand les enfants font un couple, ils font leur nid à côté des nids des parents, et elle est inégalitaire, car au moment de l'héritage, un seul des enfants choisi hérite de la totalité. Entre ces 4 types de familles, il y a évidemment des phases transitoires. Et dans son livre « À l'origine des structures familiales », Emmanuel Todd élabore une taxinomie de 17 types de familles. Voilà, globalement, de quoi il s'agit. Donc déjà, je fais une première remarque. Quand on juge un pays qui n'est pas le nôtre, ou son chef d'État, ou son gouvernement, à l'aune de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est tout simplement idiot. Il faut connaître les structures familiales d'un pays avant de pouvoir le juger. La Russie est autoritaire, égalitaire. Il est normal que le chef d'État de la Russie soit autoritaire, égalitaire. Il représente à la perfection le peuple russe. Ce n'est pas la peine de dire « Oh, il est autoritaire, c'est horrible ». Non, c'est normal. C'est la structure familiale du pays. Qu'en est-il de la France? J'en ai un peu parlé. La France est d'une immense diversité anthropologique. Vous avez la famille, entre la famille péninsulaire bretonne, égalitaire, légèrement autoritaire, mais là c'est plutôt du côté de la mer, hein, c'est plutôt des mères qui tiennent l'autorité en Bretagne. Vous avez la famille du Grand Bassin parisien qui est égalitaire, libérale, donc Grand Bassin parisien élargi. Les types de familles le long de la Méditerranée qui sont égalitaires, autoritaires, comme un Corse. La famille souche, inégalitaire, autoritaire du sud-ouest, et qui s'étend jusque vers les Alpes en passant par le Massif central, mais en s'atténuant toutefois. Enfin bref, vous avez une multitude de structures familiales qui fait que depuis longtemps déjà les écrivains qui écrivent sur le peuple français le disent, il n'y a pas un peuple en France, il y en a 100. Simplement, Emmanuel Todd, lui, a rationalisé tout ça, il a expliqué tout ça. Et ça, finalement, ça fait l'histoire de France. Quand vous combinez une géographie presque parfaite, qui invite
les gens qui vivent dans ce territoire-là à se construire un destin commun, quand vous mariez ça avec une extrême diversité de la population, eh bien vous avez toute la problématique de l'histoire de France. Arriver à dépasser ces divisions. Le peuple français est un peuple qui se divise en permanence, et toute l'histoire de France, c'est une guerre de 1000 ans pour retrouver tout le monde, pour construire ce destin commun autour d'un État fort, central, pour éviter les divisions et les dispersions. Souvent assorties de trahison des élites, comme c'est le cas aujourd'hui. La France, ce sont les Capétiens qui l'ont faite, à partir du Capet en 987. 1000 ans de guerre civile, ou de guerre à l'extérieur, ou même les guerres civiles alimentées par l'extérieur, comme les guerres de religion. 1000 ans pour arriver à ce qu'à un moment donné, au moment de la Révolution française, le peuple français, dans son immense diversité, se dépasse lui-même au nom de valeurs universalistes. Pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir accepter nos différences, il a fallu que le peuple français dise l'unité de l'homme. Et la philosophie des Lumières, l'universalisme et l'humanisme des Lumières, c'est la réponse du peuple français à son problème. Après, nous l'avons vendu au monde, mais c'est la réponse du peuple français à son problème. C'est notre réponse à notre problème. La France a toujours été grande quand l'État a été fort. Quand on attaque l'État en France, on attaque la France. Et pour se construire, la France a inventé des choses comme ça, pour son unité, comme par exemple les services publics. Les services publics, tout le monde se moque. Si on écoute ces traîtres qui parlent dans le poste à longueur de temps, on pourrait croire que les services publics, c'est vraiment une ringardise française. Pas du tout. C'est un outil puissant de cohésion. Le fait que chaque Française, que chaque Français ait les mêmes droits, ait accès aux mêmes soins, aux mêmes enseignements, où qu'il soit sur le territoire de la République, c'est un puissant outil de cohésion. Et c'est typiquement français. Les premiers services publics datent de 1251. C'est Saint-Louis qui les a créés. Ça s'appelait les établissements pour le commun profit. C'était les hôtels-lieux, quoi. Des établissements médicaux où les indigents pouvaient se faire soigner, les pauvres. Alors évidemment, il y avait les technologies de l'époque, mais c'était les premiers services publics, 1250. La laïcité aussi, c'est une invention française. C'est un outil de cohésion. Ça va avec, quand on attaque la laïcité, quand on attaque les services publics, on attaque la France. On attaque son peuple. On nous attaque. Alors, après 1000 ans, nous en sommes là. 1000 ans d'histoire depuis le Capet, nous en sommes là, avec des hauts et des bas, des périodes somptueuses, fastueuses, et puis des périodes de renoncement, de reniement, de trahison. Et aujourd'hui, nous vivons une période de reniement et de trahison, depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est de ça qu'il va falloir se sortir. Ça veut dire qu'il va falloir dépasser de nouveau nos divisions, en particulier politiques, puisqu'on essaye de nous mettre dans des cases. Moi, j'ai dépassé ça. J'ai plus d'étiquette politique. Il va falloir se dépasser de nouveau si nous voulons redresser la France et si nous voulons rendre à la France un État fort qui rassemble son peuple. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien voilà, après la Seconde Guerre mondiale, après 2 guerres qui ont déchiré l'Europe, on a raconté à chaque peuple ce qu'il avait envie d'entendre pour promouvoir une construction européenne. Et aux Français, on leur a raconté qu'ils allaient se dépasser, encore une fois, vers plus d'universalisme et vers plus d'humanisme à l'échelle de l'Europe. Et on y a cru, parce qu'on nous a dit ce qu'on avait envie d'entendre. On nous a dit on va faire le couple franco-allemand. Vous dites à un Français qui va faire un couple, il est content.
Sauf que le couple franco-allemand, ça n'a jamais existé. En Allemagne, jamais ils n'ont parlé de couple franco-allemand. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a qu'en France qu'on parle de couple franco-allemand. En Allemagne, ils disent les deux puissances, les deux plus grandes puissances européennes pour le moment. Sous-entendu, à un moment donné, il n'y en aura plus qu'une, ce sera l'Allemagne. Jamais ils parlent de couple franco. On nous a raconté une belle histoire. Et puis aujourd'hui, on voit le constat. Alors il faut revenir un peu sur cette histoire. C'est un peu la deuxième partie du livre. La construction européenne. Alors j'ai pris des citations dans un livre écrit par Gerd Ludenstadt, qui est le président du comité Nobel. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études, après avoir fait ses études dans son pays nordique, je ne sais plus lequel, il a fait des études aux États-Unis, en particulier au Woodrow Wilson Institute. Donc c'est vraiment quelqu'un de très européiste, de très atlantiste, de très favorable à l'union entre les États-Unis et l'Europe. Donc on ne peut pas le taxer de complotisme, hein. Quand on prend ses sources chez l'adversaire, là au moins on est sûr de... Et Gerd Ludenstadt, dans un livre intitulé Europe-Amérique, le dit lui-même, l'écrit lui-même, l'Europe, l'Union européenne, est une construction sous tutelle américaine. C'est l'instrument pour les États-Unis de domination des nations européennes et des peuples européens. Donc il l'écrit très clairement dans son livre, il raconte les aléas, etc. Donc on nous dit que l'Europe c'est l'union, que l'union c'est la force, que c'est un contrepoids aux États-Unis, tout ça c'est du pipeau intégral. L'Europe est l'instrument des États-Unis pour dominer les peuples européens et pour détruire les nations européennes avec le processus des euro-régions qui est en train de se mettre en place. La stratégie des États-Unis à l'égard de l'Europe et en particulier à l'égard de la France est pratiquement la même que celle des Romains à l'égard des Gaulois après la conquête des Gaules. Diviser le peuple, prélever l'impôt, donc là ils prélèvent l'impôt par le biais des intérêts de la dette. Hein. La dette publique sert aux banques anglo-saxonnes à prélever l'impôt sur le peuple français, 52 milliards d'euros chaque année. Et division, en attribuant des divisions du peuple et remembrement. Les Romains avaient remembré le cadastre, et ben les Américains et Européens font pareil avec les régions, les euro-régions. Donc, l'Europe, une construction sous tutelle américaine. Mais ça n'est pas fini. Il y a plus. L'Europe, c'est aussi une idéologie nazie. Le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, était un juriste nazi qui après ses études de droit, a passé une année au Karl Wilhelm Institute à Berlin, qui est un institut payé par le cartel IG Farben, le cartel de la pharmacie et des pétroles, où l'on retrouve les trois sociétés Bayer, BASF et Wirth. Cartel de triste mémoire, hein. Vous savez que les présidents de ces sociétés ont été condamnés pour crimes contre l'humanité au tribunal de Nuremberg. Et le plus gros complexe industriel de l'usine Bayer, jamais construit en Europe, et a été construit dans le camp d'Auschwitz. Et ce Walter Hallstein a été envoyé par Hitler en juin 1938 à Rome, après que Hitler et Mussolini se soient rencontrés au mois de février, et qu'ils aient décidé de construire le droit, la juridiction d'une nouvelle Europe, d'une Europe sous domination nazie et fasciste. Et Walter Hallstein, en fin février, 23 février 1939, il était à l'époque doyen de la faculté de droit de Rostock, prononce un discours sous la tutelle des hautes autorités nazies de la région. Et dans ce discours, il énonce, dans une novlangue parfaite, ce que sera la conquête de l'Europe par les nazis et les fascistes. Et voici ce qu'il écrit. Il parle en particulier
d'un groupe d'individus qui s'appelle les protecteurs de la loi, dont il fait partie. La caractéristique la plus remarquable de l'état du droit d'aujourd'hui sera éternellement la politique totale de la loi. Cela signifie une révolution d'une taille et d'une profondeur sans précédent des systèmes juridiques archaïques, donc les systèmes démocratiques, et jusque dans leur moindre recoin. Donc il faut abattre les systèmes démocratiques et imposer la loi nazie et fasciste. Un peu plus loin, dans son discours, il écrit ceci: « Selon une loi de la nature qui est innée dans la profession des protecteurs de la loi, ce dernier doit finalement être l'architecte responsable de la loi. » C'est le protecteur de la loi qui est responsable de la loi. Ce ne sont pas des gens élus. Hein. La création de la loi nouvelle est seulement la tâche des législateurs et le rôle du juge se limite à l'intégration, le fait de présenter des faits de la vie en vertu des faits qui ont été déterminés par la loi. Ça s'appelle un dictateur. Quelqu'un qui ordonne la loi, qui n'est élu par personne, et ensuite les lois s'appliquent partout. Et du reste, Walter Hallstein, donc cette idée d'un groupe d'individus qui écrivent les lois et que les autres pays n'ont plus qu'à appliquer, cette idée-là, on la retrouve dans la haute autorité de la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. On la retrouve dans l'article 9 et l'article 14 de la CECA. Et on retrouve cette idée dans l'article 17 du traité sur l'Union européenne, relatif à la Commission européenne. Voici ce que Walter Hallstein écrit lui-même dans un livre sur l'Union européenne, intitulé donc la Communauté européenne, 5e édition. Chaque action commence avec la Commission. La Commission est l'élément le plus original de l'organisation de la communauté et qui n'a aucun précédent direct dans l'histoire. Sa fonction est de représenter la communauté à l'intérieur et à l'extérieur. La Commission est indépendante des gouvernements des États membres, le protecteur de la loi. La Commission possède le monopole de l'initiative législative. Et il est très content de ça. Donc on retrouve la même idée depuis le discours de 1939 à Rostock, sous le patronage des autorités nazies, jusqu'au traité de Lisbonne, article 17 du TUE, on retrouve la même idée des gens élus par personne qui ont tous les pouvoirs. En tout cas, qui disent la loi. Avec le traité de Lisbonne, ils sont allés beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je vais en parler maintenant. L'article 17, je vous l'ai présenté, je vais vous en parler. L'article 17 du traité sur l'Union européenne. Vous savez que le traité de Lisbonne, c'est deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vais vous parler de deux articles, l'article 17 du traité sur l'Union européenne et l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors voici quelques extraits de l'article 17. Donc il s'agit de la Commission européenne, hein, les responsabilités de la Commission européenne. Elle exerce le budget et gère les programmes, elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution, de gestion. Bon, quelqu'un qui exerce le budget et qui gère les programmes, c'est le pouvoir exécutif. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on a les cordons de la bourse et qu'on pilote les programmes, c'est qu'on a le pouvoir exécutif. Donc la Commission est l'organe exécutif de l'Union européenne. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Vous l'avez bien entendu. Le Parlement européen ne sert à rien. Un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Donc elle est l'organe, elle a le monopole de l'initiative législative. Elle prend des... Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc elle a un regard sur le pouvoir judiciaire. Donc elle a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, elle a un regard sur le judiciaire, sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Cette Cour de justice européenne, d'ailleurs, les fondements philosophiques qui la sous-tendent proviennent d'un certain Ophuls, Karl quelque chose Ophuls, qui était un juriste nazi également, un ami de Hallstein et qui était spécialisé dans les brevets.
quand on voit le CETA et le TAFTA arriver, vous voyez, tout ça est cohérent. Je reviens à l'article 17, elle prend les initiatives de programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, ça veut dire qu'elle a la maîtrise du calendrier. On sait bien qui décide du calendrier dans une entreprise, c'est le patron, c'est pas l'ouvrier. Dans un service public, c'est le chef de service, c'est pas l'employé de base. Hein. Elle assure la représentation extérieure de l'Union et les membres de la Commission sont choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Donc vous avez là des gens qui sont élus par personne, qui sont indépendants des États, donc des peuples, qui ont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, une partie du pouvoir judiciaire, qui maîtrisent le calendrier de l'Union. Ça s'appelle un dictateur. En langue française, ça s'appelle un dictateur. Et comment exercent-ils leur diktat? Par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique. Ça paraît tous les ans. On peut le trouver sur Internet, le télécharger. Et une fois que ces GOPÉ sont parus, les GOPÉ sont des textes assez courts de 7, 8, 10 pages. Les GOPÉ 2016 font 10 pages. Quand vous enlevez la première et la deuxième page, qui sont la page de couverture, il reste 8 pages à lire. C'est pas très long. On y trouve des choses comme, par exemple, l'État français doit réduire considérablement ses dotations aux collectivités territoriales. Donc ça, c'était dans les GOPÉ 2015, repris dans les GOPÉ 2016. Alors vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu une manifestation de maires de France qui rouspétaient parce qu'on leur avait baissé leur... Ben voilà, c'est Bruxelles. Il y a des choses comme... Alors évidemment, c'est écrit en novlangue, hein. Il faut décrypter un peu. On ne va pas vous dire qu'il faut privatiser la sécurité sociale. Non, on va vous dire qu'il faut rechercher des solutions plus performantes, et augmenter la productivité, ce genre de choses. On va tourner tout ça en novlangue, mais au bout du compte, c'est ça que ça veut dire. Il reste, c'est pas compliqué, il reste 3 gros fromages en France, enfin qui sont déjà bien attaqués. Hein. 3 fromages que nous avions conservés depuis le programme du Conseil national de la résistance, c'est les retraites, l'éducation et la santé. Eh bien, ces 3 fromages sont en train d'être définitivement, enfin pas définitivement, on espère qu'on va revenir en arrière quand on va récupérer ça, enfin sont en train d'être grignotés en ce moment. On est en train de casser la santé, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir on prévoit 26 000 licenciements dans le domaine de la santé pour l'année prochaine, donc c'est public, hein, je vous dis, les hôpitaux publics, parce qu'évidemment, il faut que ça profite au privé. Les retraites, c'est pareil, et la Sécu, c'est pareil. On est en train de tout privatiser, c'est les dernières choses qui restent à faire pour que les capitalistes aient suffisamment d'argent. Ils n'en ont pas encore assez. Donc l'article 121 institue les GOPÉ, et ces GOPÉ se retrouvent ensuite dans ce qu'on appelle le Plan national de réforme, qui est un document édité sous l'égide du Premier ministre, que l'on peut également télécharger sur Internet. Vous allez sur la page de Matignon, et dans l'onglet recherche, vous tapez PNR 2016 et vous allez tomber dessus. Donc ce plan national de réforme, c'est la mise en musique des GOPÉ. L'Europe a décrété que, tiens, cette année, par exemple, dans les GOPÉ 2016, l'Union européenne dit qu'il y a trop de PME en France. Alors, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit, il y a plus de PME en France que dans les autres pays de l'Union européenne, et ça nuit à la compétitivité de la France. Alors, il faut se méfier du mot compétitivité, ça veut dire baisse des salaires, tout le monde dans l'esclavage, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, l'Union européenne s'apprête à diminuer le nombre de PME en France. Les PME, l'artisanat, c'est un des piliers de notre économie. Et ça date des Gaulois. Les Gaulois étaient un peuple très inventif, très doué, c'était des artisans. Ils avaient inventé une façon de s'habiller bien supérieure, bien mieux adaptée au corps que les Romains, les Grecs et autres, qui étaient vêtus de sandales et de toges.
Les Gaulois avaient inventé les pantalons, les galoches, les chaussures en cuir, tout un éventail de vêtements. D'ailleurs, quand Hannibal est passé en France, il a équipé son armée avec les galoches et les manteaux gaulois avant de passer les Alpes. C'était un peuple d'artisans, ils étaient très très bons dans les bijoux, dans la fabrication des bijoux. C'était un peuple d'agriculteurs très inventifs, ils avaient inventé la charrue, enfin plein de choses. C'était un peuple très très imaginatif. Et les petites PME, les petites boîtes, l'artisanat, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un pilier de notre industrie. Et ça date de 2500 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Le deuxième pilier de notre économie, c'est l'État stratège qui imprime les grandes orientations. Ça, c'est depuis, on va dire, bon, je le date d'Henri IV, en fait, ça, les graines, les prémices sont un peu avant Charles VII, on va dire, avec l'arrivée de l'artillerie, en fait. À partir d'Henri IV, Barthélemy de la Fémas, qui était le conseiller économique d'Henri IV, a introduit ce qu'on appelait le colbertisme sous Louis XIV, mais en fait c'est Barthélemy de la Fémas qui l'a initié, il a écrit des bouquins, et Colbert est son fils spirituel. Donc l'État stratège qui imprime les grandes directions de l'économie, qui a construit les manufactures, etc., c'est le deuxième pilier de notre économie. On a deux piliers. Le premier, donc on voit ce qu'il en est, vous suivez l'actualité, Airbus, EADS, l'Allemagne est en train de nous voler notre industrie de défense, vous avez vu Alstom, etc. Toutes les grosses entreprises françaises qui ont fait la force de l'économie française ces 30-40 dernières années sont en train de passer aux mains de l'étranger, sans que nos traîtres au gouvernement disent quoi que ce soit, évidemment, parce que ce sont des traîtres. Et là, le deuxième pilier va être attaqué, les PME, l'artisanat, il va être attaqué, c'est écrit dans les GOPÉ 2016. Et je pense que ça, dans les GOPÉ 2007, ils vont en remettre une couche. Alors ces GOPÉ sortent vers le mois d'avril, avril-mai, donc il faut surveiller, avril-mai, il faut lire ces textes. C'est pas long, 6 pages, 7 pages, il faut les lire. Alors vous me direz maintenant, puisqu'il n'y a plus rien à faire, on n'aurait pas besoin de gouvernement en France. Pas besoin de politique, parce qu'ils n'ont rien à faire les politiques. Tout est décidé derrière. Donc, mais il y en a quand même. Et il faut continuer à amuser la galerie. Donc on a un théâtre de guignols qui nous joue, qui nous amuse, qui nous fait croire qu'ils sont de droite ou qu'ils sont de gauche, qui nous fait croire qu'il y a une différence, qu'ils sont différents les uns des autres, qui proposent des programmes différents. Et cette mutation, elle a eu lieu en 1983. En 1983, après 2 années de résistance au capitalisme mondialisé, le pouvoir socialiste de l'époque décide de se coucher et donc trahit la classe ouvrière qu'il avait portée au pouvoir. En 1983, Delors fait passer une loi qui désindexe les salaires de l'inflation. Jusque-là, les salaires étaient indexés au prix, ce qui fait que les gens ne perdaient pas de pouvoir d'achat. À partir de 1983, on désindexe les salaires de l'inflation, et depuis, le résultat est là. Aujourd'hui, un ingénieur qui démarre une carrière est payé 2 fois moins qu'à mon époque, un infirmier et une infirmière pareil, un instituteur pareil, 2 fois moins qu'à l'époque. 200 milliards d'euros chaque année sont passés de la poche des salariés à la poche des détenteurs du capital. Voilà le résultat. Alors, puisque Mitterrand a trahi les ouvriers, il fallait bien conserver d'une manière ou d'une autre le clivage gauche-droite. Alors, on a fait passer le clivage gauche-droite de questions sociales, la lutte des classes, aux questions sociétales, et en particulier le racisme. En 1984, Le Pen est invité pour la première fois à la télé à 20h30, à l'émission de Virieux, là. Et quelques mois plus tard, SOS Racisme est créé. Et là, on va faire croire que être de gauche, c'est être antiraciste, et être de droite, c'est être raciste. Ce qui
qui est complètement idiot. Parce que des racistes, il y en a partout. Et vous prenez n'importe quelle population, à partir du moment où il y a un nombre suffisamment grand, la courbe de Gauss s'applique. Il y a la même proportion de... Je vais placer la courbe de Gauss. Et donc il y a la même proportion de racistes dans tous les groupes humains. Dans tous les groupes humains. C'est pas de la gauche, de la droite, du centre, ça n'a rien à voir. Mais à partir de ce moment-là, on va faire croire que être de gauche, c'est être antiraciste, être de droite. Et donc la bataille gauche-droite, le clivage gauche-droite, va se maintenir artificiellement comme ça. Ça va marcher un certain temps. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et puis on va faire, dans la trahison toujours, on va vouloir faire croire au peuple français qu'il est communautariste. Alors que le communautarisme, c'est... les Anglais sont communautaristes, les Allemands sont communautaristes, il y a des ghettos chez eux. Pas en France, enfin, il y en a malheureusement de plus en plus, mais la société française n'est pas communautariste. Le communautarisme est fondamentalement inégalitaire. Et la société française est majoritairement égalitaire. Oui, j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé de l'anthropologie des systèmes familiaux. En France, donc, malgré l'immense diversité de la société française, la valeur d'égalité est quand même très largement dominante. Et sur la valeur d'inégalité, et entre les valeurs d'autorité et de liberté, il y a à peu près un équilibre. Donc la valeur fondamentale, c'est l'égalité pour nous. Donc le peuple français n'est pas communautariste. Et on veut lui faire croire qu'il l'est. Et il y a des stratégies américaines pour ça, pour implanter le communautarisme en France. Le mot communautarisme est arrivé dans le vocabulaire médiatique et politicien en 1994. Avant, on n'en parlait pas. Mais comme il se trouve que les Français des quartiers, donc originaires d'une immigration d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, subissent la crise économique, enfin la crise qui est voulue, subissent les effets de la mondialisation économique, au même titre que les ouvriers dont on ne parle pas, et bien du coup on en profite pour stigmatiser et les inciter au communautarisme. Il y a un problème d'identité, il y a une question d'identité, mais il n'y a pas de question communautaire. Voici ce qu'un philosophe de gauche, Jean-Pierre Le Goff, écrit. Un antiracisme de nouvelle génération, donc voilà, dans un chapitre intitulé Un antiracisme de nouvelle génération, il écrit « Ce changement, donc ce passage des questions sociales aux questions sociétales, ce changement s'est accompagné d'une relecture de notre propre histoire qui a renversé la perspective. Au roman national épique du gaullisme et du communisme de l'après-guerre a succédé une fixation sur les pages sombres de notre histoire, tout particulièrement celle de Vichy, de la collaboration et du colonialisme. Cet effondrement du roman national s'est accompagné de la dissolution de la nation dans le monde au nom de l'universalisme des droits de l'homme. Loin de lutter efficacement contre ce qu'elle combat, ce nouvel antiracisme a produit des effets inverses en exacerbant les sentiments collectifs de crise identitaire et en suscitant en réaction une xénophobie de défense. » Donc en plus ça a échoué. Mais c'est pas grave, ils s'en moquent. Et pour pouvoir nous faire passer tout ça, parce que ça s'est fait quand même. Je veux dire, il y a 30 ans, personne ne parlait de problème d'islam en France. Personne. Il n'y avait pas de problème d'islam. Les Français musulmans, ils étaient allés à l'école de la République, ils étaient issus des anciennes colonies de la France et ils étaient parfaitement intégrés. Ils pratiquaient leur religion sans embêter personne, c'était compatible avec les valeurs de la République et de la laïcité, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'islam. Ce ne sont pas des problèmes de religion, ce sont des problèmes géopolitiques. Parce que depuis Sarkozy, nos gouvernements couchent avec les monarchies wahhabites. Et Sarkozy a donné les clés de l'islam de France aux wahhabites. C'est là qu'il y a des problèmes. Le problème de l'islam en France peut se régler en 3 mois. Si un gouvernement patriotique arrive en France, ça se règle en 3 mois. Il suffit de convoquer l'ambassadeur du Qatar et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France et de leur dire maintenant c'est fini. Et il n'y aura plus de problème d'islam en France. Je peux vous le dire. On dit maintenant c'est fini. On a les moyens de le faire. Enfin bref.
Je ferme cette parenthèse. Tout ça, si nous en sommes où nous en sommes, c'est que ça a été accompagné, plus qu'accompagné même, hein, ça a précédé par la mise en place d'un politiquement correct et de sa novlangue associée. La novlangue, c'est un concept qui a été inventé par George Orwell dans son roman 1984. La novlangue a trois rôles. Le premier rôle, c'est de dire avec des mots positifs des choses négatives. Par exemple, dans les années 80, quand les plans de licenciement ont commencé, on disait il va y avoir un plan de licenciement, c'est-à-dire un sidérurgie souvent, un plan de licenciement accompagné d'un plan social. On va licencier des gens, mais on va leur offrir une formation pour leur permettre de se reconvertir, etc. Et puis dans les années 90, le mot plan de licenciement a disparu et on n'a gardé que plan social. C'est-à-dire qu'après on a dit, pour décrire un plan de licenciement, on disait il va y avoir un plan social dans telle entreprise. C'est-à-dire qu'on nommait social une action profondément antisociale. Le mot social a été retourné comme une crêpe, à 180 degrés. Aujourd'hui, je crois qu'on dit même pire, ça va encore plus loin, c'est plan de soutien de l'emploi, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Donc ils sont encore allés plus loin dans la novlangue, quoi. Non seulement le mot social a été retourné de 180 degrés, mais on va encore plus loin. Ce n'est pas volontaire. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est de déshumaniser le langage. À partir du moment où vous avez des politiques qui créent du chômage, qui créent de la pauvreté, il faut pouvoir en parler sans que ce soit honteux. Donc il faut déshumaniser le langage. On dit un SDF. SDF, ça sonne comme SNCF, comme EDF. C'est un sigle. Et un sigle, ça ramène à des statistiques inconsciemment. Un sigle, ça s'adresse à l'hémisphère gauche de notre cerveau. L'hémisphère discursif, temporel, analytique. Celui qui calcule. C'est ça que ça évoque. Si vous dites clochard, vous avez l'image d'un être humain assis dans la rue avec son petit panneau « J'ai faim, aidez-moi, merci ». Ça renvoie à l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère global, atemporel, sensible. Donc il y a toute une mécanique de déshumanisation du langage qui fait qu'on peut parler de la misère, de la pauvreté, sans broncher, alors que normalement ça devrait nous faire hurler. La troisième fonction de la novlangue, c'est d'imposer un cadre lexical. Il y a des mots qu'on a le droit de dire, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Ou sinon, si vous dites ces mots-là, qu'on n'a pas le droit de dire, vous êtes raciste, vous êtes, je ne sais pas quoi, complotiste, enfin, vous avez toutes les tares du monde. C'est la Sainte Inquisition médiatico-politicienne qui détient et impose ce cadre lexical. Par exemple, dans les années 70, le Parti communiste français disait « il y a des exploités ». Quand il parlait des ouvriers, il disait « les exploités ». S'il y a des exploités, c'est qu'il y a des exploiteurs. Donc on regarde, ils sont où les exploiteurs? On finit par les trouver. Aujourd'hui, on dit des défavorisés. Il n'y a pas de défavoriseurs. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Personne n'y peut rien, ils n'ont pas de chance. La novlangue a pour objectif que l'on ne puisse pas dire certaines choses. Que l'on s'interdise, que l'on n'ait même pas l'idée de dire certaines choses. Parce que les linguistes vous diront que quand on ne crée pas des mots pour dire les idées qu'on a en tête, mais on construit des idées à partir des mots dont on dispose. C'est la pauvreté du langage induit la pauvreté de la pensée.
et pas l'inverse. Donc si vous interdisez certains mots, vous interdisez de penser certaines choses. Quand dans une société comme la France, le PIB double en moyenne tous les 15 à 20 ans, le PIB double en moyenne tous les 15 à 20 ans chez nous, et quand dans le même temps, le chômage explose, la pauvreté explose, quand eh bien, une société qui produit ça est une société barbare. Et la novlangue a pour mission d'empêcher de penser ça, d'empêcher de le dire. Il va nous falloir donc nous battre contre ça. Le premier combat à mener, c'est le combat pour la langue, pour le sens des mots. C'est le tout premier combat à mener. Employer les mots justes pour dire ce qu'on pense. Et ne pas se laisser intimider par le politiquement correct. Quitte à se faire traiter de facho, rien à foutre. Il faut employer les bons mots, c'est le premier combat à mener. Et en plus, c'est un combat joyeux. Parce que la langue française est une langue élégante. Ma fille aînée a fait ses études, sa thèse d'écologie en Suisse. Et une fois, on s'était déplacé. Et on discutait. Il y avait ses amis suisses. Elle avait une amie suisse allemande en particulier qui était là. Et on parlait des langues qu'on aimait. Et moi je disais, moi j'aime bien l'italien, le russe, bien que je ne les parle pas, hein, mais pour leur sonorité, leur musicalité, etc. etc. Et puis l'amie suisse-allemande de ma fille disait, moi la langue que je préfère c'est le français. Alors moi j'étais très étonné, parce que le français est une langue assez monocorde, qui a une faible bande passante, par rapport à d'autres langues qui ont une gamme musicale beaucoup plus étendue. Alors je lui dis pourquoi? Il me dit c'est une langue élégante. Ah, j'étais assez étonné. Et c'est vrai que l'élégance c'est quelque chose qui caractérise un peu les Français, hein, vu de l'extérieur. L'élégance et l'honneur, chose perdue par nos politiciens. Et donc se battre pour la langue française, c'est le combat de l'élégance contre la vulgarité. Donc ça c'est un combat qui doit nous réjouir. Il faut rentrer dedans. Il faut y aller à fond. Se battre contre le politiquement correct. Évidemment, il faudra sortir de cette Union européenne, qui est une dictature, comme je vous le dis. Il faudra sortir de l'OTAN, il faudra sortir de l'euro et retrouver notre souveraineté populaire. C'est le combat qui se mène aujourd'hui. Et pour ça, il faut sortir des partis politiques. La catastrophe aujourd'hui, c'est que les partis politiques ont pris le pouvoir. Comme ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à proposer, puisque les politiques sont imposées de l'extérieur, alors ils font du théâtre et ils sont complètement hors sol. Le personnel politique aujourd'hui est, je pense, d'une médiocrité telle qu'on n'en a jamais vu dans l'histoire de France. Je pense, hein, honnêtement, et sans exagérer. Donc il va falloir sortir des partis politiques, il va falloir sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro. Alors il y a des gens qui vous disent que si on sort de l'euro, la dette va augmenter, ce qui est complètement faux. Ces gens qui disent ça sont soit des incompétents, soit des menteurs, parce qu'il y a une règle de droit qui s'appelle lex monetae et qui dit que quand nous aurons quitté l'euro, notre dette sera redénominée dans la monnaie du pays où elle a été contractée. Or, 97% de la dette publique française est une dette sous droit français, qui a été contractée en droit français. Donc, le mot euro sera remplacé par le mot franc, point, et il n'y aura pas d'augmentation de dette. C'est un petit détail, hein, qui a quand même son importance, mais ça permet de voir que le conseiller économique de Juppé est un menteur ou un incompétent, par exemple. Il suffit de connaître cet article de droit. Et quand la France aura retrouvé sa langue élégante, quand elle aura retrouvé son indépendance,
nationale et populaire, alors elle pourra de nouveau revenir dans l'histoire du monde, puisqu'aujourd'hui la France n'est plus dans l'histoire. Elle pourra revenir dans l'histoire et tenir la place qui est la sienne. Elle ne sera pas la première puissance militaire, elle ne sera pas la première puissance économique, mais elle sera une lumière, la lumière que tous les peuples du monde attendent d'elle, la lumière qui dit la liberté des peuples et la souveraineté des peuples au service de l'humanité. Je vous remercie.